Cet épisode de Coup Critique est une présentation de la Triche Bistroludique à Saint-Eustache. Joignez-vous au groupe Facebook Adventures League et Club de jeux de la Triche et venez jouer à Donjon Dragon ou essayer la grande sélection de jeux de société avec vos amis dans une ambiance des plus chaleureuses. Bonne écoute! Épisode numéro 4, un avant-goût de la saison 9 Adventures League et la création de personnages. Bienvenue à Coup Critique. Fait que je pense que ça a bien été. Sérieusement, la journée même, le midi, j'ai vraiment lu mon module, puis je voulais vraiment être sûr de rien oublier puis de pas me tromper, mais je suis vraiment content. Puis en même temps, quand j'ai vu le monde arriver, là, la nervosité est passée à l'excitation de vouloir commencer la partie. Fait que pour vrai, je suis vraiment content. Les gens semblent avoir apprécié aussi la partie. Vraiment content, première game en vrai. Puis déjà, je pense à runner le module une deuxième fois, peut-être la semaine prochaine. Là. Ouais. Ouais. Eric, c'est vrai ce qu'il dit ou Bon, ouais. Non, ça s'est bien passé, puis je me suis fait un peu prendre au dépourvu parce que j'étais censé juste être l'assistant DM ce soir-là, puis finalement, il y avait une cancellation. Fait que ça m'a permis de jouer aussi. Puis je pense que les commentaires étaient bons. La préparation, moi, j'avais pas vraiment de doute sur ce que Francis était capable de faire. C'était plus au niveau de la vitesse de réponse. Au niveau du déplacement puis comment gérer les joueurs, c'est tout le temps ça qui est le plus stressant, je vous dirais, quand c'est la première partie qu'on DM, mais Francis, il a fait ça très, très bien. Puis tu vas voir, il y a une grosse différence entre le faire un module une fois et le faire la deuxième fois. T'es beaucoup mieux préparé. Le sens de la répartie est plus tu connais ton meilleur. Exact. Fait que même si les autres joueurs t'envoient des balles courbes différentes, en ayant lu et vécu le module une fois, t'es mieux en mesure d'orienter et de répondre à tes joueurs. Mais non, je pense que c'était une super bonne job, Francis. Ah, t'es fin. C'est vraiment gentil. Puis en plus, je suis content que t'aies été là puis que t'aies dit, ben finalement, moi, jouer. Puis t'as sorti un personnage, Eric, ben trop préparé, qui m'avait apporté des minis, qui m'avait apporté des initiative trackers, pour suivre l'initiative avec des masques. C'était malade. Vrai, là, je pense que c'est le truc de DM que j'aime le plus à ça, c'est de me faire des trackers. Ça va tellement bien pour l'initiative. Mais Eric avait trop de stock, là, puis il venait juste à regarder. Il avait amené sa table. Il était vraiment trop préparé, mais c'était vraiment cool. Hey, tout le monde, merci beaucoup d'être là pour notre 4e épisode de Coup Critique. Vraiment heureux de vous avoir. Il y a ici Francis. On a Eric. Bonjour tout le monde. Mike. Hello. Et Giovanni. C'est moi. Donc, aujourd'hui, super content de vous avoir. J'aimerais vous remercier d'abord pour tous les commentaires que vous avez donnés. Il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé de Adventures League, comment il avait découvert un autre système de jeu qui était très curieux. Aussi, la sortie de l'épisode 3, où Eric a parlé des événements épiques. On a une super bonne réponse de ça. Puis je pense que ce mode de jeu-là va peut-être convaincre des gens d'essayer un autre style ou de simplement commencer à jouer. Fait que super content d'avoir reçu votre réponse là-dessus. Puis justement, en parlant d'Adventures League, c'est là que je m'en allais. La semaine dernière, on a parlé des saisons dans le dernier épisode, dans le deuxième épisode. Et ils ont annoncé, Wizard of the Coast a annoncé les prochaines règles de la saison 9 d'Adventures League. En fait, c'est comme la version bêta, c'est comme le premier jet des choses qui devraient changer pour les prochains personnages. Là-dessus, je vais passer la parole à Eric parce qu'Eric, t'as vraiment épluché ça. Puis je sais que ça te tient à cœur, les règles de saison. Donc, vas-y, explique-nous donc qu'est-ce qui va se passer, là. Oui, ben en fait, effectivement, c'est un mode de jeu que j'aime beaucoup. Puis c'est pour ça que je me tiens quand même à jour, vu que je DM quand même beaucoup. Présentement, à la date, maintenant, au moment où on fait l'enregistrement du podcast, donc le 10 juin 2019, il y a beaucoup de choses qui sont encore incomplètes, je devrais dire. Donc, les updates au niveau du DM's Guild n'ont pas été faits encore de la part des admins. La première esquisse du squelette, si on veut, de ce qui va englober la saison 9 est encore en train d'être travaillé. Par contre, il y a déjà plusieurs lignes directrices qui ont été changées. Il y a deux choses assez majeures si on compare saison 8 à saison 9, mais aussi toutes les saisons précédentes par rapport à la saison 9 qui vont changer.
Première chose, ils ont rajouté un système de saisonnalité. La façon que ça va fonctionner, c'est que avec le début de la saison 9 et tout ce qui était avant, il va y avoir une séparation. Puis ce que ça va impliquer, c'est que tous les personnages qui ont été créés avant la saison 9 vont devenir des personnages legacy. Donc, des personnages pré-saison 9. Puis les personnages qui ont été créés pendant la saison 9 seront des personnages saisonniers. Je fais un parallèle, si on veut, avec ce que Blizzard fait principalement pour les adeptes de jeux vidéo, avec Diablo 3, avec Heroes of the Storm, avec tous les autres jeux comme PUBG ou tous les jeux qui ont des saisons à l'intérieur. Il y a des plus et des moins, si on veut, pour les joueurs qui jouent saison. Puis il y a un petit impact, si on veut, au niveau des joueurs qui sont legacy. Premier impact pour les joueurs qui sont legacy, pour les personnages qui sont legacy. Donc, ces personnages-là qui sont saison à 1 à 8 pourront faire toutes les aventures, incluant le matériel de la saison 9. Par contre, ceux-là pourront pas débarrer les items, les Story Awards, tout le contenu de la saison 9, que ce soit du DDAL, donc Dungeon and Dragon Adventures League, DDEP, DDEP qui est Dungeon and Dragon Epic, ou les hardcovers. Donc, Road to Avernus, on assume que ce sera la saison 9, le hardcover de la saison 9. Si vous avez créé un personnage avant la saison 9 et que vous voulez faire ce hardcover-là, vous pouvez le faire. Donc, vous allez ramasser les Advancement Checkpoints, les Treasure Points, comme n'importe quel joueur. Par contre, les items magiques qui seront trouvés durant cette aventure-là ou les Story Awards, vous ne pourrez pas les avoir, par contre. Donc ça, c'est un des gros changements. C'est vice-versa aussi, ce que j'ai compris. C'est aussi vrai, si tu fais personnage niveau 9, tu peux pas aller chercher les rewards des unlocks de la saison 1 à 8. Effectivement. Donc, un personnage qui est créé durant la saison 9, comme vous décidez de commencer un niveau 1 pour vivre tout le contenu de la saison 9, incluant le hardcover, il n'y a rien qui vous empêche de faire la saison 8, 7, 6, etc. Mais par contre, vous ne pouvez pas débarrer les systèmes magiques que vous trouvez durant les modules ou les hardcovers. Par contre, les Advancement Checkpoints et les Treasure Points, eux, c'est comme n'importe quel personnage. Question pour toi, Eric. Quelqu'un qui commence là, nous on parle d'Adventures League, on a eu des nouveaux cette semaine qui avaient entendu notre podcast. Ouais. Explique-leur pourquoi ils ont fait ça. Est-ce qu'il y a un avantage pour un joueur de faire un ou l'autre, ou quelle option faire un Legacy? Pourquoi il ferait ça? En fait, moi, je pense pas qu'il y ait d'avantage ou de désavantage. Ça dépend vraiment comment tu veux jouer à Donjons et Dragons. Si tu y vas pour les items, principalement les items, entre vous et moi, il n'y a pas vraiment de différence. Si tu veux exclusivement les items de la saison 9, tu vas commencer un bonhomme de la saison niveau 1 à la saison 9. Puis si tu te fous un peu des items magiques que tu trouves à gauche et à droite durant cette saison-là, il n'y a rien qui t'empêche de prendre le personnage que tu as commencé il y a, mettons, 1 semaine et demie ou 2 semaines, si on parle des nouveaux joueurs qu'on a eu à la triche dernièrement, puis de faire les modules de la saison 9. Il va toujours avoir ce que j'avais déjà parlé durant la deuxième épisode. Donc, les items saisonniers, eux, vont changer. Donc, les Magic Items qui sont débarrés durant chacune des saisons, en plus des Evergreen, il y a moyen d'aller chercher des items qui sont quand même intéressants aussi. Puis, tant qu'à moi, il y a plus à D&D que juste les systèmes magiques qui se retrouvent sur un bonhomme. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Fait que ça, c'est le premier gros changement. Donc, il y a comme une séparation. Ils n'ont pas discuté encore comment c'était pour fonctionner avec les rewards pour ceux qui font les maîtres de jeu. Fait que présentement, quand tu roules une saison, un exemple, la saison 8, il y a des DM quests, donc des quêtes de Dungeon Master, de maître de jeu qui permettent de débarrer des items si on roule un module plus qu'une fois ou un certain nombre d'heures passées durant les modules ou les hardcovers de la saison en cours. Ça n'a pas été encore défini. Si un DM, mettons, beaucoup de saison 9, est-ce qu'il peut prendre ses rewards pour les appliquer à un bonhomme qui est Legacy ou vice-versa pour essayer de je pense que ça va rester bypasser pareil. les règles?
Moi, je crois que ça va rester quand même, puis il n'y aura pas un gros débalancement. Là. Que tu décides d'acheter un Legacy item pour un Legacy character ou que tu décides de pogner un Season 9 item pour un Season 9 character, ça ne change à rien. Là. Non, exact. Mais c'est peut-être plus pour le mélange entre les deux. Pourquoi se compliquer la vie à mélanger deux types de DM Reward dépendant de la saison que tu fais? Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. C'est mon avis, là, mais d'après moi, ça ne changera pas vraiment de ce que c'est là. Non, je pense pas non plus. C'est vraiment plus pour contrôler, si on veut, ce qui se passe au niveau de la ligue. Puis la dernière chose par rapport aux rewards, c'est qu'il va y avoir il appelle ça des Seasonal 9 Racial Unlock, donc des features, si on veut, ratio supplémentaires, si on veut. Ça, seulement les personnages de la saison 9 vont y avoir accès, et pas ceux de la saison 8. Fait que ça, c'est une des choses. La deuxième chose, ça, j'étais quand même assez content, parce qu'il y a eu beaucoup de... Si vous vous rappelez, quand la saison 8 a été annoncée, la façon dont les pièces d'or étaient remises aux joueurs, c'était seulement en montant de niveau. Ça avait créé beaucoup de bisbilles, si on veut, dans le monde Adventures League. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec raison. C'est ce qui demandait le plus gros comment on appelle ça, le willful ignorance, là, tu sais, dans le fond, d'accepter quelque chose qui est totalement un peu pas réel, la façon de gagner du gold. Normalement, tu trouves du gold, tu gardes du gold, ça faisait du sens quand même. Quand la prémisse... Une optique de jeu de fantasy. Là. Quand la prémisse d'une quête, c'est « Hey, partez en quête et vous pourriez gagner 300 pièces d'or. » Puis là, tout d'un coup, toutes ces quêtes-là ont plus de motivation, qui est souvent l'appât du gain. On s'entend pour les aventuriers de partir. Ça complique les choses pour le DM, puis aussi pour les gens qui participent de faire « OK, mais... » OK, je veux vraiment faire du bénévolat. Je veux vraiment... Mon personnage, il veut vraiment battre un monstre, tu sais, genre pour le fun de battre un monstre. Puis... Il y a quand même une limite qu'ils ont mis sur ce que le monde peut gagner comme gold. Je pense qu'elle est quand même raisonnable compte tenu que tu peux rouler beaucoup de quests, là, mais au moins tu as une façon de gagner du gold en allant jouer si c'est ce qui t'a besoin pour ton personnage. Si t'as un personnage qui jouait un magicien, là, je m'excuse, mais le montant de gold qu'il donne présentement, là, ça fait que tu y penses 2 fois avant d'écrire un nouveau, d'acheter un scroll puis le mettre dans ton livre de sorts, transférer un sort, là, ça vient vraiment cher. Là, puis le gold qu'il donne, ça fait que, tu sais, je suis un partisan des Wizards, là, mais tu sais, ce qui est le fun avec un Wizard, c'est justement la possibilité d'apprendre des nouveaux spells, c'est ça ta force. Puis, tu sais, moi, quand j'ai vu ces règles-là, j'ai senti un peu. Mais là, ça limite totalement mon class feature des versalités spellcaster. Je suis content qu'ils remettent ça d'une façon plus legit, plus traditionnelle, disons. Plus traditionnelle. Puis juste pour donner une différence ou mettre en perspective pour les auditeurs par rapport à saison 8 par rapport à la saison 9. Saison 8, pour ceux qui ne savaient pas, bon, chaque fois qu'on monte de niveau, dépendamment du tiers du niveau où vous jouez, c'est un certain montant de pièces d'or que vous gagnez. Donc, tiers 1, chaque niveau vous gagnez, c'était 75 pièces d'or. Tiers 2, 150. Tiers 3, 550. Et tiers 4, c'était 5500 pièces d'or. C'était la seule façon de gagner des pièces d'or et d'augmenter notre fortune personnelle durant la saison 8. Pour la saison 9, de la façon qu'ils ont fait ça, puis c'est pas encore final, je crois qu'il y a peut-être une manière d'arranger ça un petit peu, puis ça n'a pas été officialisé. La façon que ça va fonctionner, c'est que le retour de l'or durant les sessions puis les hardcovers, ça revient. Donc, si vous roulez un module, puis que le NPC principal vous offre un 200 pièces d'or pour compléter la quête ou le module, vous pouvez l'accepter. Puis ça aide les DM aussi à apporter, si on veut, la raison pour laquelle les personnages sont là. La façon que ça va fonctionner, par contre, c'est qu'il va y avoir une limite de pièces d'or par module que vous allez gagner. Puis la façon que ça va fonctionner, c'est que c'est le nombre de treasure points que vous gagnez. Donc, c'est une session de 2 heures, c'est 2. Ou 4, c'est une session de 4 heures. C'est multiplié par le multiplier, donc le modificateur, dépendamment du tiers où vous vous trouvez. Présentement, en date d'aujourd'hui, le multiplier, si on veut, le multiplicateur pour les tiers, c'est 25 pour les caractères de tiers 1, 25 encore une fois pour les caractères de tiers 2, 75 pour le tiers 3 et 750 pour le tiers 4. Donc, un exemple, vous faites... Ouais, vas-y, Mike. Non, je te donnais quand même des montants logiques là, pour une quête. Là. Je sais pas si c'est ce que tu allais divulguer, mais go ahead.
Je dois juste donner, mettons, un exemple. Là, si vous êtes 6 joueurs, puis que vous ramassez un exemple 400 pièces d'or durant une partie totale au niveau du tiers 1, puis c'est une partie de 4 heures, ben, vous faites 4 fois 25, qui est le multiplicateur, ça donne 100 pièces d'or. Donc, chaque joueur peut conserver 100 pièces d'or pour la quête. Juste ça, mettons de faire une 4 heures, ça vous donne déjà 25 pièces d'or de plus parce que vous passez de niveau 1 à 2, encore une fois, avec 4 Advancement Checkpoints. Donc, à ce niveau-là, il y a un 25 pièces d'or de plus. Je pense que ça va pousser les personnages à faire de la progression lente un petit peu plus. Parce que tu vas pouvoir aller chercher, mettons, 200 pièces d'or sur 2 modules de 4 heures pour ton niveau 1. Ouais, parce que là, tu peux te monter un bonhomme niveau 2 là, en pas longtemps. Là, niveau 2, tiers 2 en dedans de 4 sessions. Là, c'est 4 sessions, ouais. Puis 4 sessions, tu finis avec 400 pièces d'or. C'est un petit peu plus que le 300 que tu aurais normalement en suivant les barèmes actuels, mettons, de la saison 8. Ça serait 4 fois 75 plus ton or de départ. Fait que ça donnait, mettons, un 300. Fait que c'est un 90 pièces d'or déjà là en partant. T'sais. Ouais, puis ça, c'est juste rouler le strict minimum pour être niveau 4. Fait que exact. Tu peux avoir un 800 pièces d'or. Il y a une possibilité d'avoir 800 pièces d'or en faisant de la progression lente au tiers 1. Ça coûte cher une full plate. Là. Oui, exact. C'est 1500 pièces d'or pour une full plate. Tu arrives, mettons, tiers 2, si t'es un caster ou un wizard, puis tu veux aller chercher des sorts plus intéressants, ben avec 800 pièces d'or, t'as du jeu, beaucoup plus que présentement. Ouais, c'est clair. Je pense que ça a du bien. Puis qu'est-ce qui est d'extra, en fait, ce qui dépasse, si on veut, le cap de pièces d'or que vous pouvez avoir, ben ça, c'est perdu. Ça permet au DM, ou ce que Francis disait aussi tantôt, c'est que tu commences une quête, tu dis aux joueurs, voici les pièces d'or que vous avez gagnées. On n'est pas obligé de changer puis de dire, OK, ben vous allez faire ça pour la gloire et la prestance, puis vous faire connaître dans la région. C'est parce que vous êtes des bonnes personnes. Vous êtes des bonnes personnes, ça fait pas aucun sens. Nous autres, le running gag, c'est OK, tu trouves un coffre, le NPC te donne un coffre, tu roules le coffre, puis il y a 4 treasure points dedans. c'est ça le running gag quand on joue, tu sais, puis les joueurs ils le trouvent drôle, mais en même temps, c'est un peu stupide. Personnellement, c'est rare que j'ai des personnages qui vont chercher de l'or et tout, mais moi, c'est dans la version role-playing, que le jeu de rôle, le côté role-play, que j'aime beaucoup à travers ça, c'est de pas hier, justement, on avait une partie hier, puis un des joueurs me dit, ben, OK, tu nous payes dessus, mais je sais que tu nous payeras pas. Donc, ce côté-là était plate, ça sortait un peu du personnage. Donc, vraiment, c'est une immersion, tu sais, exactement. Tu lootes un gobelin, tu as 4 silver piece dessus. Cool, j'ai trouvé 4 silver piece, mais mon action de faire mon investigation ou autre donne quelque chose. Ah non, tu trouves à rien. Il y a une dague pétée avec son armure, puis ça finit là. Je pense que c'est un beau changement. Par extension, ce que tu es en train de dire, c'est que ça va peut-être, mettons, pousser à des joueurs de justement plus faire d'observation, investiguer par exemple, les corps des ennemis, tout ça. Juste, on va revenir peut-être plus à le D&D que les gens connaissent, de genre, oh mon Dieu, c'est important de regarder partout d'un coup qu'on trouve quelque chose. Faut fouiller à la place de rusher le boss. Là. Oui, parce que si t'atteins pas tes pièces d'or, le cap de pièces d'or que tu peux avoir durant ton aventure, justement parce que tu ne fais plus ces investigations-là. Tu regardes pas, tu fouilles pas les poches du monde. Ou même un rogue qui veut faire du pickpocket en AL, présentement, ça donne absolument rien. Il va faire son check de pickpocket, là, tu vas pouvoir dire, peu importe ce qu'il fait, tu vas dire, OK, ben oui, tu trouves 10 pièces d'or. Mais peu importe ce qu'il va trouver, à la fin, ça va leur revenir de toute façon, on s'entend, tu comprends? Ouais. Je pense que ça va rajouter une saveur de plus qui était disparue avec la saison 8. Dans la description des aventures, chaque élément est décrit comme ayant une partie d'or ou qu'est-ce que tu peux trouver, les différentes choses que tu peux faire pour accumuler de l'or. Donc à ce moment-là, ils vont être pertinentes beaucoup plus. Puis Eric, tu le sais, tu roules beaucoup de modules, tu le vois la description de l'or qui est possible de trouver, tandis que là, le monde n'y faisait même plus, là, pour être franc avec toi. Exact. Ouais. Puis la dernière chose, autre que l'or, on l'a séparé, mettons, tout ce qui était module saison 8 et module saison 9, là, la séparation est là. L'autre chose, c'est que les CCC, tout ce qui est season agnostic, donc Ghost of Start March, Dream of the Red Wizard, puis les saisons 0, eux ne sont pas impactés par ces changements-là. Donc, saison personnage Legacy ou personnage de la saison 9 vont quand même être en mesure d'avoir les Story Awards et les Item Unlock pour ce qui est du CCC, les saisons agnostiques. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de CCC intéressants, puis il y a beaucoup de trucs agnostiques intéressants aussi. Ghost of Start March qui vient de sortir,
Je pense qu'ils ont fait ça parce que ce serait plate si un personnage se serait créé, disons, la semaine dernière, commence Ghost of Salt March, puis qu'un personnage niveau 9 pourrait pas bénéficier des mêmes avantages. Mais là, est-ce que tu es en train de dire, par exemple, que le module que j'ai roulé à la triche, le CCC, le Creative Content, qui a été créé par un membre de la communauté, est-ce qu'il est valide, dans le fond, les Story Awards, les Treasure, les Unlockables, en fait, les objets qui sont déverrouillés, un personnage de saison 9, comme un personnage Legacy, pourrait les avoir? Exact. Tu aurais accès à tous les Story Awards, donc les unlock aussi, en plus de l'art avec les changements qui vont arriver. Pour les CCC, là, ça reste intouché. OK, parce que pour avoir fait un petit peu de recherche pour trouver justement, m'aller un peu loin des modules reliés au hardcover, puis essayer de trouver du contenu créé par la communauté qui est approuvé Adventures League. Là. Il y a vraiment des belles affaires. Là. Il y a vraiment des choses super cool. Ben oui. Puis ça m'aurait fait de la peine. Mettons là, que justement ce genre de choses-là, que les gens ont travaillé fort, puis ils ont créé quelque chose, puis ils voulaient que ça perdure dans le temps, puis que tout le monde puisse gagner avantage. C'est pas comme quand c'est Wizard of the Coast qui crée quelque chose. C'est exact. Ouais, je trouve ça cool que les gens puissent dire « Oh non, mais tu peux rouler quand même le module que j'ai écrit parce que tu as encore tous les avantages, peu importe dans quelle saison tu joues. » Effectivement. Il y a moyen aussi de juste leveler un personnage en faisant juste du CCC aussi. S'il y avait beaucoup de belles choses. S'il y avait un changement, mettons, que vous aimeriez voir, là, il n'est pas encore trop tard, là, y a-t-il quelque chose que vous attendiez, par exemple, dans les changements de règles, là, que vous aimeriez voir, par exemple, un retour ou vraiment un changement qui pourrait être pertinent, vous croyez, pour l'avancement, mettons, de ce mode de jeu-là, Adventures League? Ouais, ça commence à être pas mal bien fait. C'est sûr que là, l'introduction de saison, moi j'ai peur que ça fasse comme, pas j'ai peur, mais moi en magasin, je suis super casual, tu sais. Fait que c'est sûr que les saisons semblent durer environ 1 an. J'espère qu'ils ont prévu quelque chose pour que tu puisses continuer à jouer, puis jouer un personnage plus d'une saison, puis qu'il reste comme un peu valide tout le temps, là. Fait que c'est un peu ça qui me titille avec cette introduction de Legacy Character, là, si on veut, là. La continuité, tu veux dire? La continuité un peu, tu sais, parce que c'est sûr que c'est intéressant, ça devient intéressant de refaire un personnage pour la saison actuelle, tu sais, c'est sûr, tu sais, mais moi c'est comme ça serait impossible pour moi de continuer à faire juste les saisons actuelles en magasin parce que je joue pas assez souvent en magasin, tu sais. C'est pas sûr que je vais avoir un personnage Adventures League disponible pour faire toutes les quests que je vais pouvoir faire, en tout cas. C'est un bon point que t'apportes. Mais tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire de plus là, pour me faire plaisir? Je sais pas. Moi, je pense qu'on crée une balance qui est quand même pas pire avec les Evergreen Items et les unlocks que tu peux trouver. Ça élimine des frictions entre les joueurs en magasin là, qui était un peu désagréable des fois là, parce qu'il y a du monde qui venait jouer juste pour ramasser des systèmes magiques, puis tout le monde a le droit de venir jouer pour les raisons qu'ils veulent. Quand tu commences à briser le fun de quelqu'un d'autre parce que tu voulais un item magique, là, ça commence à être un peu enfantin. Les joueurs qui voulaient des systèmes magiques dans le but de les trader, là, c'est ridicule. T'as un joueur qui lui ça fait son personnage, mais toi parce que t'as priorité, tu vas le pogner puis tu vas aller le trader. C'est un peu en tout cas, c'était le même avant, mais la star, c'est bien balancé. Fait que pour moi, non, je pense qu'avec ce set-là de règles, là, je pense qu'ils ont strike de quoi de vraiment balancé au niveau des rewards de gold, au niveau de la façon de progresser son personnage. Parce que je dis ça, mais dans le fond, c'est vrai que c'est facile de monter un personnage quand même assez rapidement au niveau que tu veux pour jouer ce que tu veux avec les règles d'Adventures League présentes. Là, c'est pas vrai que ça va te prendre des mois. Là. Fait que 1 an, c'est peut-être assez pour un personnage. Je suis en train de rétracter ce que je venais de dire. Là. Je pense que c'est en masse. Moi, c'est connexe un peu, Mike, c'est la continuité au niveau des personnages. Le roleplay, étant donné que certains des modules sont relativement longs, des fois on parle d'un 4 heures, là, on s'entend qu'il faut que ça roule, sinon ça va être 5 heures. Donc, dans les circonstances où on commence une game vers 6h30, on a fini vers 11h, 11h30, pour tout le monde, c'est relativement tard. Donc, ça, c'est quelque chose que, pas que de diminuer le temps de jeu,
mais que c'est plus difficile pour un joueur de s'épanouir qui veut commencer à faire du roleplay, de poser trop de questions, de faire trop de recherches. Ils le permettent, mais il faut considérer ça en tant que DM des fois, qu'il faut que ça avance un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve un petit peu difficile des fois. Donc ça peut arriver que moi, je vais permettre certaines choses, puis je vais couper d'autres endroits afin de permettre ça, parce que je pense que c'est le fun pour les joueurs de s'épanouir à travers le roleplay et de continuer leur personnage, là, comme tu dis. Après ça va être un autre DM, mais au moins, ils ont une historique et non pas je roule des dés. C'est correct si les gens veulent se faire ça, mais et non pas je roule des dés, puis c'est tout. Donc, j'aimerais ça que le roleplay soit encore plus mis de l'avant, donc permissif à ce niveau-là. La deuxième chose que je pense que je changerais, c'est dans l'éventualité où des fois on manque de joueurs pour faire une partie parce que cette personne-là n'est pas tier 2, cette personne-là n'est pas tier 3. Donc, de rendre une game qui serait légale pour les joueurs qui sont déjà tier 3 et non légale pour une autre personne, mais qui pourrait joindre au groupe. Donc, pour vivre l'aventure, elle doit se créer un personnage. Je vous donne un exemple, level 9 pour faire l'aventure tier 2. C'est intéressant, ça. Mais elle n'aura pas d'expérience. C'est pas légal, non. Donc, pour les épiques qu'on a parlé la semaine passée. Donc, j'ai pas dit que j'ai travaillé un système qui marcherait avec ça, mais au moins de permettre aux 3 autres joueurs, qu'eux autres qui ont des personnages légaux, de monter leur personnage de manière légale ou quoi que ce soit. C'est quand même assez facile de faire un set de pre-gen de personnages qui fit dans l'histoire du hardcover que quelqu'un peut incarner. Tu dis, gagne pas de rewards, gagne pas rien, mais tu joues un personnage qui va avoir rapport dans l'histoire. Puis, que tu peux pas modifier, disons. Comme tu dis, un pre-gen. Tu joues, dans le fond, tu joues un pre-gen parce qu'on t'assigne un personnage, puis c'est pas ton personnage, mais tu as le plaisir de quand même jouer avec tes amis, tu sais. De vivre cette aventure. Pour quand même qu'il y ait un reward de fait d'avoir joué ces parties-là avec son personnage. Tu sais, ça fait partie de l'idée de faire ce système-là. C'est un petit peu un petit sentiment d'accomplissement quand ton personnage monte de niveau, puis t'as vu des aventures cool. Tu peux raconter des trucs quand t'arrives à une table. Tu commences avec des personnages niveau 8, ben, qu'est-ce que tu fais avant? Je sais pas, Charles Auberge. Non, je suis d'accord. Ça contrecarre un peu ça, mais tu comprends un peu le point des fois, parfois on manque de joueurs pour des parties. Ah, c'est sûr. Je suis pas le Wizards of the Coastmaster, là. Je fais juste dire qu'il y a peut-être une façon qui se permettrait d'avoir assez de joueurs pour les games de plus haut niveau et aussi de permettre à certains joueurs qui jouent, tu dis que c'est pas très long monter un niveau, mais c'est pas tout le monde qui joue une fois par semaine non plus. Donc à ce moment-là, ça pourrait permettre à quelqu'un de faire une expérience tier 3, puis comme on sait tous que c'est totalement différent, oui, c'est des plus gros monstres, c'est des plus difficiles, tout ça, mais ça donne une expérience au moins de vivre, c'est ça Donjon Dragon rendu à un autre niveau, là, ouais. Tu pourrais utiliser ces rewards-là un peu comme les DM Quest. OK, j'ai participé à telle quête avec un bonhomme pre-gen, moitié SCP, moitié TP que je peux appliquer maintenant sur mes bonhommes niveau 1. Oui, absolument. Tu te avec quelqu'un, mais ça pourrait être full reward sans les items magiques, mais juste la progression du personnage pour avoir joué 4 heures. Ton bonhomme, tu peux pas l'apporter dans les autres magasins parce qu'il est inexistant en fait. Mais ça permet à quelqu'un de dire moi, ça me tente pas de jouer des niveaux 1. J'ai le goût de jouer une aventure. Est-ce que vous avez un pre-gen? Cool. Qu'est-ce qui manque? Je prends une, deux ou une des 3 options, par exemple, dans ce module-là que je peux jouer pour balancer le groupe. Puis ça donne lieu à de pouvoir tester, mettons, des nouvelles choses que tu n'aurais pas joué normalement. Ça serait vraiment pas compliqué en plus de juste créer une liste de chacune des classes level 1, peut-être pas le level 1, level 2, level 3, 4 jusqu'à 17 afin de permettre ça. Là. Ouais. Ils le font déjà avec les modules d'intro qu'ils ont fait. La semaine of Handover, ils en ont annoncé un autre, il y a des pre-gen partout, donc oui, c'est une possibilité. C'est juste mon idée comme ça. De mon côté, qu'est-ce que je changerais? Pas grand-chose. Comme Mike dit, je trouve que c'est un beau système Adventures League. C'est sûr qu'il n'y a jamais 100% des gens, des joueurs qui vont être contents. Malheureusement, ça, c'est l'histoire de la vie. On peut pas plaire à tous. Moi, je pense que je laisserais ça comme ça. Je trouve que les changements de la saison 9, c'est intéressant. Petite parenthèse, que Mike a apporté un point tantôt par rapport au Epic. Mettons pour la saison 9. Je ne sais pas comment ils vont faire avec un petit peu de recul pour s'assurer qu'il y ait des tables tier 1, tier 2, tier 3 et tier 4 de la saison 9. Mettons, pour bénéficier de jouer pareil, que tu ne pogneras pas les rewards, mais en même temps, quand tu vas faire un Epic, ce qui est vraiment cool, c'est que les rewards sont vraiment nice aussi. D'habitude, tu vas pogner. Je parle pas au niveau même des items, mais les Story Awards sont vraiment le fun. Ils ont de la saveur. C'est le fun d'aller pogner ces affaires-là. Si tu peux pas les pogner, tu peux le faire, l'Epic, mais ça va être moins le fun pareil. Là. Exact. Puis quand tu parlais de continuité tantôt,
moi, si je me pars un bonhomme de la saison 9, un exemple, puis on va faire Road to Avernus, on est en enfer, on voit ce qui se passe sur Terre, mettons Faerûn qui se fait détruire les grosses villes et tout, c'est un peu le background de l'histoire. Moi, j'espère juste qu'il va y avoir assez de contenu pour passer de 1 à 20. Si quelqu'un décide, mettons, de faire slow prog, pour couvrir absolument tout, sinon progression normale, pour éviter justement qu'un personnage ait à faire d'autres modules ou d'autres hardcovers des saisons précédentes sans bénéficier des Story Awards et des items, juste pour pouvoir compléter, mettons, la saison actuelle. Ouais, c'est vrai, ça. Juste de même, là, je suis pas sûr si je l'invente ou si ma mémoire est bonne, confirmez-moi, là, mais je pense que le hardcover de Avernus, il va jusqu'à 1 à 15, si je me trompe pas. C'est peux-tu? Possiblement. Je sais qu'on commence niveau 1, puis je sais que ça a l'air que c'est hyper difficile pour le tiers 1. À savoir où ça se termine, je sais pas. Est-ce qu'on conserve les règles, mettons, de la saison 8 où c'est un RCP, un TCP pour chaque heure de jeu? À ce moment-là, il y a sûrement moyen de rajouter, mettons, de la viande autour de l'os si on veut pour faire du 1 à 20, selon moi, assez facilement. Puis il y a peut-être une façon, je sais que le monde a bien aimé de pouvoir jouer des livres par section à la place de te confronter à toujours les commencer vers le départ. Là. Ils vont peut-être créer un système qui va fonctionner comme ça dans le livre aussi. Tu sais, un peu comme j'avais prévu, même le livre de Two Man Nation, il est prévu dans le livre. Là. Tu peux commencer, si t'as des joueurs, moi je l'ai fait. Là. T'es pas obligé de commencer niveau 1. Si t'as des joueurs qui sont légaux à Adventures League, là, puis tu veux les faire jouer à Adventures League, puis ils sont niveau 5, mais peuvent commencer au début, puis ils disent comment faire pour skipper les parties qui pour les pass-forward un peu dans l'histoire, s'ils skippent les parties qui sont considérées ces niveaux-là, mais ils peuvent très bien embarquer dans le hardcover dans le milieu, dans le moment qui s'y apporte. Puis si je me trompe pas, Mad Mage, c'est à partir du niveau 5. Oui, puis c'est exactement la même chose. Donc, chacun des planchers a un niveau prédéfini, au minimum, du moins, auquel tu dois avoir pour rentrer. Mais si c'est un bonhomme, si c'est un personnage niveau 15, puis tu n'as pas fait les premiers planchers, il n'y a rien qui empêche que tu regardes avec ton DM, OK, ton niveau te permettrait de faire ces planchers-là, où tu veux commencer, puis on se trouve un groupe, puis on le fait. Tu n'es pas obligé de commencer au début. Tu fais un petit peu de backstory avec tes joueurs, puis tu commences au plancher où tu veux être. Oui, j'espère que cette liberté-là est intéressante aussi pour n'importe qui. J'espère qu'ils vont avoir prévu des paliers d'embarquement, disons, dans l'histoire à plusieurs places. Ça serait le fun. Oui. Pour pas que, mettons, tu sois au niveau 10, que tu voudrais pas te faire, mettons, un personnage de saison 9, mais que tu voudrais quand même vivre l'expérience de Road to Avernus, que tu puisses commencer, mais que tu te battes pas contre des gobelins, par exemple. Exact. On verra. On devrait envoyer notre podcast à Wizards of the Coast pour qu'ils modifient l'affaire. Tellement. On ne comprend rien parce qu'on parle français. Vous aimez ce que vous entendez? Visitez coupcritique.ca, un site web consacré uniquement aux jeux de rôle. Nous créons des articles sur les nouveautés et des critiques sur différents produits consacrés aux jeux de rôle. Pour nous aider à pousser le podcast et nos capsules de vidéos plus loin, visitez le Patreon de Coup Critique à patreon.com/coupcritique. Deuxième partie de notre podcast, cette semaine, on se parlait ensemble et on se demandait comment on aborde notre création de personnages à chacun. Parce que c'est la beauté de ce jeu-là, c'est justement de pouvoir se créer une espèce d'avatar, un alter ego qui va vivre toutes ces aventures-là. Et les possibilités sont infinies. La limite, c'est un peu notre imagination puis un peu les règles du jeu pour que ça reste dans le droit chemin, si on veut. Mais il y a tellement de possibilités. Puis, dans le fond, on voulait faire un petit tour de table pour savoir comment chacun de nous autres, on abordait un peu cette création de personnages-là. On va commencer avec toi, Joe. Toi, quand tu crées un personnage, que ce soit pour Adventures League ou une Homebrew ou n'importe quoi, là, comment tu t'y prends, toi? Ben, c'est intéressant que tu dis ça. D'abord, j'ai deux branches. Si je crée un personnage pour Adventures League, c'est une chose. Si je crée un personnage pour une campagne ou un hardcover, c'est une autre chose. La raison est relativement simple, c'est qu'un Adventures League, je suis rendu à je pense que j'en ai 7 ou 8 de créer qui sont plusieurs niveaux. Ça donne pas autant quelque chose on en a parlé dans le premier segment aussi, au niveau du roleplay, de créer un gros background que je vais écrire sur 3 pages. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, l'historique de mon personnage va être un petit peu différent. Je vais plus y aller avec, oui, un peu les stats, mais comment je vais le jouer puis comment je vais l'aborder. C'est vraiment comme ça qu'un personnage de Adventures League, je vais l'approcher.
en second lieu, quand je crée un personnage pour une campagne, comme on a une campagne qui commence tout prochainement, à ce moment-là, je dois vraiment faire du brainstorming, que ce soit au travail, dans l'auto. OK, quelle classe que j'ai envie de jouer? Souvent, on s'entend en tant que dans le groupe, là, qu'est-ce qu'on a besoin? Oui, mais on force personne à jouer quoi que ce soit. Donc, mon personnage, par exemple, celui que j'ai créé tout récemment pour la nouvelle campagne qu'on va faire, qui est la saison 8, Dungeon of the Mad Mage, c'est un wizard. Donc, parfait. J'ai un wizard, on part de là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de questions à se poser là, qui sont techniques au niveau de la race, de la classe, les sorts que tu vas prendre, l'école de magie que tu dois choisir quand tu fais un wizard. Oui, exactement. Donc, c'est à l'infini les choix. Mais après ma base, c'est faut que tu aies une image de lui dans ta tête. Pas nécessairement une image que tu peux trouver une image sur Internet. Là. Je parle d'une image, c'est quoi son but, c'est comment il fait ça. C'était assez intéressant là, pour celui-là. Ma femme me posait des questions, puis en fait, je lui posais des questions à propos de mon personnage, puis elle me répondait, puis c'est comme ça que je l'ai créé. C'était une manière originale de le faire. J'ai déjà fait un personnage d'Adventures League dans lequel je roulais tout. Donc, il y avait, mettons, exemple, 10 races, je roulais un des 10, puis c'est cette race-là que j'avais. Donc, ça avait été super intéressant, mais en même temps, ça a donné quelque chose d'un peu spécial qui n'était pas nécessairement maximisé, mais ça, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. C'est juste au niveau du roleplay. Puis pour avoir fait la première partie, là, le tiers 1, la saison 8 avec Eric, qui DMait dans Adventures League, je pense que mon personnage était super intéressant, puis c'était très correct aussi. Donc, c'est vraiment les deux approches que je peux avoir. Puis je crois que dans une campagne, d'avoir de la profondeur, puis de savoir ton personnage, il est passé par où, surtout que là, on commence niveau 5. C'est vraiment ça des questions principales que je me pose et ensuite d'écrire un peu, savoir où est-ce que je suis allé, parce que c'est sûr que le passé de chacun, autant dans nos vies que dans Donjon Dragon, va influencer comment tu agis dans le futur. Donc, c'est sûr que je réserve quelques petites surprises aux joueurs là, au niveau de comment que j'agis, puis comment je vois ça, puis pourquoi je vais aller de l'avant avec la quête. Mais c'est vraiment les questions que je me pose après ma base. C'est sûr qu'après ça, là, c'est des technicalités de choisir quelle race, est-ce que tu vas avec les stats. Moi, je vois plus en comment je l'avais imaginé. C'est que quand j'ai mon idée de base, après ça, le reste, les choix, comme tu dis, Mike, de countless choices, des choix infinis à faire, mais quand tu as ton idée, je pense que c'est plus facile de faire les choix A ou B ou C ou D. Puis toi, Mike, comment tu vois ça? Moi, habituellement, c'est sûr que, comme Giovanni disait, faut que tu prennes toujours en compte pourquoi dans quel contexte tu vas jouer ton personnage. Dans un contexte de homebrew, le mieux, c'est de parler avec ton DM, de demander quel genre de campagne ça va être, quel genre de personnage il fitterait un peu. Comme ça, tu peux faire quelque chose qui est en ligne avec l'histoire que lui va te raconter. Parce que c'est un peu ça aussi le principe de quand tu joues en homebrew, c'est que il faut que tu sois willing d'aller dans l'histoire que ton DM. Il y a bien des groupes qui jouent open box, puis le DM il fait un peu, il improvise. Puis c'est correct aussi, ça donne des expériences le fun, mais si tu veux, moi j'ai vu ça m'est arrivé souvent, là, j'avais fait des grosses histoires complexes puis c'est tombé à l'eau parce que les joueurs un peu ils n'ont pas su le suivre analogue que j'avais un peu composé. Fait que, anyway, tout ça pour dire, tu joues un homebrew, parle avec ton DM, essaie de faire fitter ton idée de personnage dans son story. Si lui il veut te faire une histoire de chevalier épique, puis tu peux jouer un assassin qui coupe des gorges dans la nuit, ça se peut que ça fait pas vraiment que le genre de storytelling qu'il veut jouer. T'sais. Par contre, si tu joues à Adventures League, ben là, c'est sûr que quand tu joues à Adventures League, ton histoire, ton historique, tu joues un peu avec toi-même, dans le fond. Là, faut que tu fasses un peu ton propre fun à imaginer la saga de ton bonhomme. T'sais. Fait que là, je vais prendre des choix qui sont peut-être un peu plus personnels, puis je vais faire des affaires qui sont un peu plus solo, un peu comme player dans un sens, là, même si tu fasses un personnage qui est un team player, parce que c'est ça le fun d'aller jouer à l'Adventures League aussi. Tu peux pas faire un bonhomme qui est bon dans tout. Mais ça va aller avec ça. Moi, absolument, quand je fais un personnage, je commence par me demander quelle classe que je veux jouer, parce que c'est souvent par là que je vais un peu tripoter. C'est le bout le plus technique. Qu'est-ce que ça me tente de jouer mécaniquement, puis quel genre de pouvoir ça me tente d'avoir. Puis là, je vais y trouver un genre de background en deuxième. Je pensais quel genre de personnage je voudrais jouer côté personnalité ensuite par rapport à cette classe-là. Puis ensuite, là vient la longue procédé de recherche de où je vais le placer dans le monde des Forgotten Realms. Ça fait que là, je fais des recherches partout, là, parce que il y a un ordre de paladin à telle place que je pourrais utiliser pour que mon personnage vienne de là. Ou je fais des recherches sur le monde dans lequel je vais jouer pour essayer de fitter mon bonhomme dedans le plus possible, parce que c'est quelque chose que j'aime. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. Il y en a qui veulent jouer genre
seulement les personnages qui sortent de l'ordinaire absolument. Moi, j'aime ça les faire fitter dans la fibre de whatever univers que je veux. Donc, c'est pas mal par là que je commence. Puis, ensuite, là, je vais pas finir avec la race ou les autres affaires comme ça. Là, mais le premier, je m'attarde à qu'est-ce que je vais jouer, de quelle façon je vais jouer. Ensuite, je vais y trouver un background. Puis après, je vais le faire fitter dans le monde que je vais aller jouer dedans. Toi, Eric, t'en as fait plusieurs personnages. Comment t'approches ça? Moi, les deux premières choses, normalement, que je fais, en fait, la première chose la plus importante pour moi, c'est ça va toujours être l'alignement de mon personnage. On n'en a pas parlé, Adventures League, ça n'a pas trop d'importance, malheureusement. Je crois que c'est quelque chose. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas assez mis de l'avant. Mais quand vous créez un personnage, selon moi, il faut créer un personnage et un alignement que vous êtes capable de jouer. Non, c'est un très bon point. Puis je l'ai toujours dit, je ne ferai jamais un personnage qui est chaotique evil. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime faire le mal dans la vie. Dans un jeu vidéo, je fais un jeu coop avec quelqu'un, il me demande on l'a fait-tu good, on l'a fait-tu mauvaise. C'est sûr que je vais faire la game good, même s'il y a des possibilités de jouer avec, de faire de l'escroquerie, de faire de l'assassinat, de faire du vol, etc. Je ne suis pas capable. J'ai déjà essayé, je me sentais pas bien, puis j'ai recommencé. J'ai besoin d'un adulte. Exact. Fait que, le plus mauvais que je peux faire, ça serait du chaotique. C'est chaotique good. Donc, je suis complètement désordonné, mais je me soucie d'autrui, si on veut. Mm-hmm. Fait que ça, je pense que c'est la base. Par la suite, je vais piger un petit peu dans ce que Mike et Giovanni ont dit. Comment vous percevez votre personnage? Comment vous voulez jouer? Quand vous allez vous présenter à la table, que ce soit un homebrew, que ce soit du AL, vous devez être capable de transposer ce que votre personnage est censé représenter aux autres joueurs et au DM aussi. Parce que si vous faites un personnage, puis vous avez 10 personnages, puis que vous jouez tous de la même façon, que ce soit un rogue, un barbare, un caster ou peu importe, ça perd un peu de lustre, si on veut, le terme RPG. Donc, la portion roleplay est quand même intéressante. Si vous pouvez pousser plus loin aussi, avoir une voix pour votre personnage, essayer de voir comment il est habillé, comment il marche, comment il se présente devant les gens. Je pense que ça, c'est hyper important, plus que les stats, puis la race, la classe que vous voulez jouer. C'est comment vous voulez vous représenter à travers cet avatar-là que vous allez créer. Fait que souvent, ça, c'est mon premier step, si on veut, dans la création de mon personnage. Par la suite, bien évidemment, la classe. Ce que j'ai le goût de jouer sur le moment. Souvent, je vais essayer de jouer quelque chose que j'ai pas vu souvent. J'ai joué un Warlock X-Blade qui était la nouvelle chose quand c'est sorti. Je me suis fait un fighter, mais Arcane Archer. Donc, c'est un archer, même si c'est un fighter. J'essayais d'essayer d'autres choses, des choses assez différentes. D'autres fois, je vais jouer quelque chose de plus puriste. Je vais jouer un paladin tank, je vais jouer fighter, je vais jouer un cléric de la vie. Puis je toucherai pas trop au moule que ça englobe. Ça va vraiment dépendre comment je me sens sur le moment. Puis dans Adventures League, quand on DM et qu'on joue toujours à la même place avec les mêmes personnes, on sait les joueurs, on sait les classes, les personnages que les joueurs jouent. Fait que c'est possible d'aller chercher des choses pour complémenter, si on veut, pour toujours avoir des groupes assez balancés durant les parties. Je pense que ça permet ça aussi. Puis même si c'est juste pour balancer, il y a façon de trouver un personnage puis de le mouler, si on veut, à notre saveur à nous, comment on veut jouer, etc. Il y a toujours la portion du background aussi qu'on essaye de mettre de l'avant avec les joueurs, surtout en tant que DM. OK, tu viens de où? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais dans cette région-là? Je pense que le background, quand tu crées un personnage, c'est super important. Mais pour moi, c'est pas mal ces points-là, honnêtement. Autres que les technicalités, les stats et tout, ça c'est second violon. Là. Il va toujours avoir de la prioritisation de stats pour avoir le minimum requis pour jouer certaines classes. Mais autre que ça, à part avoir la stat primaire pour une classe, j'aime ça jouer un peu avec les stats. Pas nécessairement faire du min-maxing, comme on appelle communément. Si je joue un wizard, je vais avoir beaucoup d'intel, bien évidemment. Puis après ça, je vais avoir beaucoup de dex pour que mon major armor ait un de plus de AC ou avoir de la constitution. Je vais essayer de faire jouer avec ça puis rendre ça différent si on veut, parce que sinon tout le monde finit avec les mêmes stats. Fait que, c'est pas mal ça de mon côté, Francis. Toi, Francis, comment tu crées un personnage? Hey, merci de le demander. Moi, en fait, je me rends compte que c'est quand je suis celui qui ça fait
suis plus récent, dans le fond, là, en tant que joueur en Dungeons and Dragons. Puis je me rends compte, c'est peut-être parce que justement, j'ai pas encore joué à du homebrew tellement que je suis pris un peu avec la création Adventures League. Mais je me tourne toujours à essayer de créer des personnages contre-emploi, beaucoup. C'est pour ça que je pense souvent que je suis attiré vers souvent, je vais commencer avec les races parce que j'aime l'idée que c'est des personnes. Je vais choisir, par exemple, une race qui est hors du commun, peut-être pour, mettons, Waterdeep, pour d'autres endroits, ou peu importe où je joue. T'sais, comme les races du Volos Guide Monster m'intéressent beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de. Ils ont beaucoup de points forts, mais aussi beaucoup de faiblesses aussi, si on parle du côté roleplay. T'sais. Si je joue un Bugbear, ou un Hobgoblin, même si je joue comme un personnage aventurier, ben techniquement dans l'histoire, ça sort un peu de l'ordinaire. Fait que j'ai du plaisir à jouer ce genre de personnage-là. Fait que souvent, je vais commencer par la race. Puis après, la classe vient un peu tout seul parce que je m'oriente vers le contre-emploi. Par exemple, je trouvais ça drôle d'avoir un Hobgoblin Fighter Eldritch Knight, mettons. Tu sais que tout d'un coup, les Hobgoblins, oui, font des très bons wizards, mais c'est un Hobgoblin qui aurait, par exemple, tout le temps été un soldat. Tout d'un coup, il découvre qu'il a un talent magique, donc il décide de l'exploiter d'une certaine manière. Puis j'aime le côté de sortir de l'ordinaire. Je pense que c'est pour ça que les personnages sont tout le temps un peu comme ça. Et c'est surtout, je crois que j'essaie de faire un contre-emploi pour moi aussi en tant que joueur. Moi aussi, je suis un peu comme Eric, je suis pas capable de jouer vraiment evil, là, c'est pas dans ma nature. Par contre, j'ai beaucoup d'intérêt à jouer des personnages qui ont des personnalités complètement différentes de la mienne. Skoras, dans le fond, c'est moi dans le temps que je faisais de la musique, mais x10, fait que ça me ressemble un peu un bard un peu excentrique, là. Mais si je vais dans le dernier personnage que j'aime beaucoup, là, qui est une espèce d'elfe, je le vois comme un peu un Peter Pan, mais lui, sa spécialisation, c'est tuer des monstres. Mais tu sais, on n'imagine pas Peter Pan non plus avoir du plaisir à tuer des animaux, mais il y a tellement je joue avec un caractère enfantin, très joueur, puis c'est quelque chose qui me semble plus ou moins, puis je trouve ça comique. Fait que c'est souvent là-dessus que je vais. Puis après, j'essaie de justement, dans ce contre-emploi-là, de faire OK, ben comment je m'arrange pour que ce personnage-là puisse survivre dans une aventure. Fait que là, c'est là qu'on se met à jouer avec les stats. Comment ça se fait qu'il est encore vivant? Ouais, ben c'est ça. Puis je me dis, il y a sûrement comme un aspect, un truc qui le rend plus fort sur certains aspects, puis il a réussi à compenser avec ça. Fait que c'est souvent comme ça. Mais j'ai bien hâte de construire un personnage pour une homebrew, puis de jouer à fond, par exemple. Je pense que je vais me retrouver beaucoup dans ce genre de playing-là, même si j'aime beaucoup ce que je joue en ce moment. Mais j'ai l'impression que la création de ce personnage-là, justement, l'écriture, j'adore ça. Donc, de créer un background plus étoffé, ça va me plaire beaucoup, je crois. Mais, je veux pas voler la job de l'animateur, mais j'ai une question pour vous, les gars. Est-ce que vous avez un personnage en tête, puis je donnerai le mien à la fin, là, un personnage en tête que vous gardez, vous voulez pas le faire en Adventures League pour pas le brûler, comme on peut dire, ou que vous avez une idée, puis à maner, ça va être la bonne partie, peut-être plus une homebrew, justement, dans le but de le développer, ou un hardcover, mais avez-vous une idée, peut-être que non aussi, d'un personnage que vous allez faire un jour, puis vous avez commencé à le former dans votre tête? Moi, j'en ai un déjà prêt pour la prochaine saison, mais pour un homebrew, non, parce que, comme je l'ai dit tantôt, moi, j'essaie de m'accommoder, pas m'accommoder, mais de le faire fitter dans l'univers qui va devoir être. Fait que ça me sert à rien d'y penser puis de me setter une idée. Quand tu fais une game de homebrew, vous comptez une histoire ensemble. Ton but, c'est pas de monopoliser sur ton aventure personnelle. C'est le fun de faire de quoi avec un background. Puis le DM peut l'utiliser pour faire des story arcs personnels de personnages qui sont vraiment cool. Mais il faut pas que tu t'attendes à ce que la game soit about ton personnage non plus. T'sais. Là, tu dis que t'en as un pour la saison 9. Tu veux-tu pas le dévoiler ou tu veux en parler? Je sais pas si je devrais. Je vais pas me faire voler mon idée. Ah, pas on a plusieurs... J'ai un copyright. Non, je me fais un gnome démonologiste, donc un wizard conjurer, qui va venir de Planescape, de Sigil, genre, qui va s'être ramassé sur Faerûn, puis que là, il peut pas repartir parce que la magie est un peu différente. Il faut qu'il réapprenne, dans le fond,
à faire de la magie pour retourner chez eux. Puis ben là, il va tomber ses affaires de Avernus, fait que ça va le concerner directement. Très bonne idée. Je veux le tie-in avec ça, avec Avernus, justement, puis que c'est un démonologiste. T'sais. Mais dans le fond, c'est juste un conjurer, là, mais je vais quand même summoner des démons. Là, ça va être ça l'idée. Très bonne idée, vraiment cool. Au pire, tu te le voler, ça veut pas dire que tu vas jouer avec toutes les personnes qui vont l'avoir fait. J'ai un copyright, tout le monde. Je vois un autre démonologiste accusé d'avoir triché, puis ben pas triché, mais juste volé mon idée. Toi, Eric, t'en as-tu un en tête pour le futur ou court moyen terme? Moi, c'était pour Avernus aussi, mais je risque de DMer et de pas jouer. Ça sert à rien. Non, mais moi, avec tes DMXP. Je vais le runner juste pour toi, Eric. Non, mais moi, je pense que c'est mon Warlock X-Blade, ma Warlock X-Blade que je jouais dans la Homebrew à Joe qui va faire son retour. Donc, Miali, ça fait très une esclave torturée et brisée qui se fait récupérer par sa matrone, qui était Glacia, en fait, dans la partie de Giovanni. Mais je pense que de se faire approcher, d'avoir une matrone qui participe activement dans la guerre, la Blood Wars, Avernus et tout ça, je pense qu'elle va fitter extrêmement bien dans ce lore-là. Fait que elle est déjà prête. Là. Sa feuille est déjà simulée de 1 à 20. Je l'avais déjà préparée. Comment je vais la leveler. Elle est préparée. On l'avait écrit un peu de pair au niveau de... Tu avais décidé ton background, puis son cheminement n'est pas perdu non plus au niveau de qu'est-ce qu'elle a connu, mais c'était vraiment intéressant. Tu avais des personnes que tu voulais retrouver pour te venger, qui t'avaient un peu comme Arya Stark, là, j'avais 3 personnes que je voulais assassiner, ceux qui m'avaient transformé puis brisé. T'en as eu 2? J'en ai eu 2, il m'en manquait une. Si on reste sur le point, c'est vraiment le personnage que j'aimerais jouer, le Warlock X-Blade, pour la prochaine saison, si le temps le permet. Monsieur Francis? Moi, je vous en ai parlé un peu, les gars, puis je pensais le faire à Adventures League, fait que peut-être que je vais le faire finalement. Mais je voulais me faire un turtle, dans le fond, une grosse tortue géante, là, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une espèce de petite extension qui a été créée par Wizard of the Coast. Donc, un turtle, Forge Domain Cleric. Donc, j'imaginais une grosse tortue, un peu Donatello, tu sais, qui trippe à construire des bébelles, qui a une admiration pour les nains, qui ont comme créé plein d'outillages, puis plein de machines un peu mystérieuses. Mais je trouvais ça drôle que ce soit un personnage qui est quand même plus lent, plus imposant, moins raffiné, puis qui essaye de faire ses bébelles, mais tu sais, il est pas super habile. Par contre, il est bien travaillant, puis il réussit quand même à faire des choses intéressantes. Puis il aurait eu un petit crabe. Un petit crabe qui est rentré dans sa coquille puis ressorti juste comme une espèce de petit personne à qui il peut parler puis se confier quand personne ne le comprend là, puis que mais ça me fait penser une toune des ghouls, ça. Hey, enchanté, voici mon crabe de poche. Tu vois, dans notre thématique d'aujourd'hui, c'est ça, c'est créer un personnage, c'est s'imaginer dans la tête, toi, t'es un petit crabe, tu sais, juste ça, c'est des petits éléments de texture qui viennent vraiment intéressants. Ouais, puis je voulais découvrir un peu, justement, ce domaine-là, Forge, qui est dans Xanatars, qui est lié, qui est comme une option possible, vu que je choisis une race Turtle, fait que puis je trouvais que c'était un peu un contre-emploi pour ce genre de créature-là. La remarque d'Éric, c'était « Ouais, mais une tortue dans une forge, genre, elle va cuire ta tortue. » Puis là, j'ai dit « Non, je vais prendre le sort Create Water. » Donc, elle va pouvoir s'arroser, puis contrôler l'eau, puis elle va pouvoir se garder une petite brise légère pour être... Je trouvais ça intéressant. Mais, ouais. Toi, Joe? Moi, pour terminer, c'est sûr que j'ai un barde dans ma tête. Un barde qui va chanter pour les inspirations, un barde qui va dire des mots quand on parle d'un healing word, le sort qui fait que tu peux redonner des points de vie, qui va insulter les autres, oui. Vraiment, là, je vous dirais que ça sera pas basé sur Scanlan de Critical Role, mais c'est mon idole pas mal. Sûrement qui va chanter ses louanges, mais malgré que je pense pas que je chante si bien, mais j'ai pas nécessairement... J'ai été dans une chorale, fait que peut-être que je fausse pas trop, mais vraiment de rentrer dans le roleplay des inspirations. On aura la chance, si on parle du barde, j'aimerais ça en parler, c'est sûr, un jour, mais les inspirations, de les faire en temps réel, en chantant, j'adorerais ça. Fait que c'est mon idée que je travaille dans ma tête, puis un jour, je vais choisir le bon moment pour le faire. J'ai jugé qu'en saison 8, dans les donjons, son chant irait pas loin. Fait que j'ai décidé de pas le prendre. Hey, on se part une campagne, la gang. Ça serait cool. Hey, d'ailleurs, les auditeurs... Ouais, aimeriez-vous ça, les auditeurs, qu'on se parte une campagne? Hein?
un truc que vous pourriez suivre, ça pourrait être nice, je crois. Peut-être dans un futur un petit peu plus éloigné, mais parce que c'est beaucoup de logistique. Mais je pense que tout le monde ici, on aimerait bien ça, faire ce genre de projet-là à un moment donné. Mais comme vous voyez, c'est pas les idées qui manquent dans le fond pour créer un personnage. L'important, c'est de vous faire confiance, de travailler. Un personnage, ça monte de niveau, mais ça évolue aussi au niveau de sa personnalité, de ses ambitions, de comment il va interagir avec d'autres personnages aussi. Donc, sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode-là. Vraiment content. Merci Eric, merci Joe, merci Mike pour avoir été là encore une fois. On vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez écrire un courriel aussi à info@coupcritique.ca. Vous pouvez nous visiter le site web pour voir les dernières actualités, voir tous les liens qu'on met en référence lorsqu'on parle de choses en rapport avec dans le podcast. Et sur ce, je vous souhaite une bonne première partie ou une prochaine partie de Donjons Dragons. Merci beaucoup, puis à la semaine prochaine, la gang. Salut! Ciao! Ce podcast est rendu possible grâce à l'appui de nos amis sur Patreon, dont Ludovic Gas. Merci beaucoup et à la prochaine.